Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au téléséminaire international des IREM. Nous allons écouter aujourd'hui Nathalie Anvanter-Cuéllar et Raphaël Dufour qui vont nous parler de l'émergence de la pensée relationnelle chez les jeunes enfants, l'exemple de la notion d'équivalence mathématique. Nathalie est enseignante au secondaire en mathématiques euh, enseignante au secondaire en mathématiques de formation au Chili. Et elle a fait son doctorat à Montpellier, en France. Elle est maintenant professeure en didactique des mathématiques à l'Université du Québec, en Outaouais, depuis 2012. Ses intérêts de recherche sont principalement autour du développement de la pensée algébrique, comme nous allons le voir, de l'enseignement et de l'apprentissage des grandeurs et mesures et des pratiques d'enseignement en mathématiques. Elle s'intéresse aussi aux recherches collaboratives, ce qui lui a permis de travailler avec des personnes enseignantes et des enfants de différents niveaux scolaires et milieux. Et donc, ce sera à deux voix, puisqu'elle est avec Raphaël Dufour, qui est doctorante, mais qui n'est pas sa doctorante. Donc, il y a quelque chose d'intéressant au Québec où les doctorants doivent faire un stage chez quelqu'un d'autre. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une forme très intéressante de co-intervention, quoi. Et donc, Raphaël Dufour, elle est chargée de cours en didactique et orthopédagogie des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. Elle est doctorante en éducation et d'assistante de recherche. Elle est aussi assistante de recherche. Elle est affiliée au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Et ses intérêts en recherche sont principalement les difficultés d'apprentissage en mathématiques, la motivation scolaire et la réussite éducative, ainsi que le langage et les dispositifs ludiques d'enseignement propres aux mathématiques. Voilà, je vous laisse la parole, Nathalie et Raphaël, euh, et à vous. Super, un gros merci pour l'introduction et la présentation. C'est moi qui vais commencer la présentation, puis par la suite, je vais lancer la balle à Nathalie qui viendra compléter la présentation. Donc, bonjour, mais pour vous, je sais que ça va être plus bonsoir. Il nous fait grand plaisir d'être virtuellement avec vous pour vous présenter un volet de ce grand projet de recherche que nous menons actuellement dans des écoles québécoises. Dans ce téléséminaire, nous nous intéresserons à l'émergence de la pensée relationnelle chez les jeunes enfants par le biais d'une incursion dans la notion d'équivalence mathématique. Nathalie est la chercheuse principale responsable de ce projet et y est donc impliquée depuis ses tout débuts. Pour ma part, moi, je suis l'étudiante que Nathalie doit encadrer dans le cadre d'un stage doctoral. Donc, étant donné l'expertise de cette dernière pour le sujet d'étude, il ne sera pas rare de la voir intervenir pour soutenir mes propos à un moment ou à un autre de la présentation. Puis je la remercie d'ailleurs à l'avance pour l'aide qu'elle m'apportera certainement. Sans plus attendre, voici le plan de ce téléséminaire. Nous aborderons la rupture entre l'arithmétique et l'algèbre, le courant Early Algebra, la pensée relationnelle, la notion d'équivalence. On va aussi voir quelques exemples tirés de nos recherches sur l'équivalence. Puis ensuite, il y aura une période de discussion, questions et commentaires. Donc, selon les recherches, plusieurs difficultés surviennent en contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'algèbre au secondaire. En effet, le passage pour les élèves d'une pensée arithmétique à une pensée algébrique est loin d'être facile à réaliser et pose un problème. Les recherches que nous avons menées nous ont amené à constater que quelques difficultés des élèves sont liées à la rupture entre l'arithmétique et l'algèbre. On remarque effectivement un écart entre ces deux domaines au moment de la transition de l'école primaire, où les notions relatives à l'arithmétique sont travaillées, pour aller vers le secondaire où les notions algébriques figurent au programme d'enseignement. Les longs apprentissages qu'ont réalisés les élèves en arithmétique peuvent ainsi même faire obstacle à leur apprentissage de l'algèbre. Ainsi, la généralisation de certaines conceptions arithmétiques, par exemple, et on pourra en reparler plus tard, la signification du symbole d'égalité, va venir faire obstacle au développement de la pensée algébrique.
C'est pour ainsi dire comme si toutes les représentations relatives aux nombres que les élèves ont bâties au fil de leurs 6 années à l'école primaire n'étaient maintenant plus adéquates, ce qui peut être vraiment confrontant pour eux et ce qui peut justement entraîner ces difficultés-là qui sont déjà répertoriées dans la littérature. L'algèbre est d'ailleurs souvent perçue comme un jeu symbolique avec des lettres. La majeure partie du temps consacré à son enseignement est dédiée à l'apprentissage des techniques de calcul algébrique où manipuler des X et des Y semble n'avoir d'autre objectif que la pratique même du calcul. En d'autres mots, dans ce contexte, l'algèbre ne sert qu'à travailler des notions relatives aux opérations sur les nombres. Pour illustrer ce que je viens juste de dire, il y a des nombres qui indiquent à quoi réfère. Pour illustrer ce que je viens de dire, voici un exemple de cette rupture entre l'algèbre et l'arithmétique. Donc, en arithmétique, ce qui est le cas de ce qui est affiché présentement, les lettres qui suivent des nombres indiquent un mot. Le référent va vraiment se retrouver à être un mot qui est souvent une unité de mesure. Ici, on a mis litres, grammes, on aurait pu mettre mètres, et etc. Et ils peuvent aussi exprimer une certaine valeur de position. Ici, le C vient substituer le mot centaine, le D dizaine, le U unité, et etc. En arithmétique, les lettres sont donc utilisées comme étiquettes qui remplacent un mot. On parle souvent d'ailleurs de lettres-mots. Ça va être généralement ce qu'on voit au primaire d'ailleurs. Pour ce qui est de l'algèbre, la lettre est un symbole substituant un inconnu, que ce soit une quantité, une variable, un paramètre, un nombre généralisé. La lettre sert à décrire les relations entre les quantités. Et ça va être davantage au secondaire qu'on va venir introduire l'idée de l'inconnu et d'une lettre pour substituer un inconnu, et non plus maintenant un mot comme référent. Ici, on a un exemple dans lequel on traite de la lettre comme un mot, non pas comme une quantité inconnue. Je vais prendre le temps de lire l'exemple avec vous. Donc ici, on a ajouté 3 à 5Y. Et on a un enfant de 15 ans qui tente de venir résoudre ce problème-là. L'intervieweur demande que veut dire Y dans une telle situation. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'il représente quelque chose ou bien est-ce juste une lettre comme ça? L'élève répond, c'est une lettre, mais elle représente quelque chose. Ça signifie 8 fois des Y. Et Y, c'est quoi? Ça peut être n'importe quoi. Quoi, par exemple? Ça pourrait être un ya. Ah oui, ça pourrait être 9 ya. Bien. Autre chose encore? Ça pourrait être un yaourt, un yam. Mais qu'est-ce qu'il faut que ça... Est-ce qu'il faut que ça commence par un Y comme yaourt ou bien est-ce que ça pourrait être autre chose? Je crois qu'il faudrait que ça commence par Y, puisqu'il y a Y ici. Donc, on a besoin de Y pour commencer le mot. Un peu comme on l'a vu précédemment, c'est comme utiliser le C pour représenter les centimètres et ça réfère à un mot qui commence par cette lettre-là, donc l'élève a cru que c'était la même chose. Surtout mis de l'avant par les chercheurs anglophones, Lurley Algebra, né dans les années 90, suggère d'intervenir dès le préscolaire pour développer progressivement les apprentissages en mathématiques. Ce courant, qui touche la recherche, les curriculums d'enseignement et les programmes de formation des maîtres, gagne en popularité, mais demeure peu étudié ici au Québec et c'est un petit peu le même cas de figure en Europe. Donc, c'est en émergence. L'early algebra favorise le développement d'une pensée algébrique, non pas au sens d'une préalgèbre, mais plutôt à titre de raisonnement basé sur les intuitions naturelles des jeunes élèves, comme les régularités et les égalités. Dès son entrée à l'école, l'enfant peut développer précocement sa pensée algébrique, soit une manière mathématique de penser dans les activités faisant intervenir des inconnus en réalisant des raisonnements qui reposent sur les processus algébriques sans nécessairement utiliser le langage littéral de l'algèbre. Et on dira aussi à propos de ces inconnus-là et ces raisonnements-là qui vont consolider la compréhension de certains contenus et notions mathématiques. Exemple de raisonnement,
Ben, la pensée analytique, résolution de problèmes, modélisation, généralisation, c'est toutes des choses que en Early Algebra, ben, ça va nous aider finalement à travailler des choses liées à l'arithmétique, par exemple. Voici quelques exemples de ce que nous entendons par langage littéral de l'algèbre. Et ici, je vais céder la parole à Nathalie pour nous l'expliquer plus en détail. Euh, euh, Est-ce que quand on travaille dans les algèbre, on dit que ce n'est pas la lettre qui va définir l'algèbre. Donc, par exemple, si on regarde la première équation, on a x plus 3 égale 7. Un enfant pourrait la résoudre, par exemple, en faisant des essais-erreurs ou simplement en pensant à une décomposition de 7. Donc, on sait que 7 est égal à 4 plus 3, donc la réponse, ça serait 4. Mais là, on est toujours dans un cadre qui serait plutôt arithmétique parce qu'on travaille avec des nombres. Alors que quand on propose des équations qui sont du type ax plus b égale bx plus c, comme celle qu'on a ici, b plus 3 égale 7b plus moins 6, dans ce cas-ci, il est plus difficile de trouver une décomposition numérique ou travailler avec les nombres pour trouver la solution. Donc, dans ce cas, on va plutôt passer par des transformations de l'équivalence pour arriver à la valeur de b. Donc, la première chose vraiment à retenir, c'est que ce n'est pas nécessairement la lettre qui va définir l'algèbre. Donc, on a un autre exemple où un élève, il va généraliser pour calculer une certaine suite. Donc, on regarde le nombre de carrés de couleurs et on fait plus 2. Pour savoir un côté du carré blanc, on calcule les côtés parallèles du haut, du bas. Après, on additionne le reste. Donc, l'enfant, il est capable de généraliser. Donc, c'est ces processus-là qui vont définir qui sont importants dans le développement de ce qu'on appelle la pensée algébrique, alors que l'enfant, il n'a pas utilisé une lettre, mais il est capable de parler d'un nombre qui varie, même s'il n'est pas représenté par cette lettre. Génial, un gros merci d'avoir soutenu mes propos. Donc, comme on voit ici dans la présentation, les chercheurs qui s'intéressent à l'algèbre traitent de 3 approches de l'algèbre que nous aborderons un petit peu dans les prochaines diapositives. On a d'abord une perspective qu'on appellerait l'algèbre comme arithmétique généralisée. Par la suite, on a la ligne d'algèbre dans le curriculum du primaire. Puis finalement, on a la pensée algébrique, qui est à la base de l'arithmétique et de l'algèbre. Merci. Donc, on commence d'abord par le premier courant de pensée qui est l'algèbre comme arithmétique généralisée. Il s'agit d'une approche qui stipule que l'apprentissage de l'algèbre doit s'appuyer sur une connaissance arithmétique et l'expérience numérique de l'élève. Dans cette approche, il faut que l'élève acquiert d'abord des connaissances numériques et arithmétiques, puis les généralise pour accéder à des notions algébriques. Ainsi, les apprentissages en arithmétique précèdent l'apprentissage de l'algèbre, car sans ces connaissances préalables, il ne peut y avoir de raisonnement algébrique. On n'aura pas le choix de travailler d'abord l'arithmétique pour passer à l'algèbre dans cette façon-là de voir l'algèbre. Les tenants de cette approche proposent la réalisation de tâches qui s'appuient sur les connaissances arithmétiques considérées comme prérequises. Et je me permets même d'ajouter que pour ceux-là qui adhèrent à cette façon de penser, ben, ils croient que c'est suffisant pour passer à l'algèbre. Donc, en réaction à l'approche précédente, la ligne d'algèbre curriculum du primaire considère que l'arithmétique seule ne peut résoudre tous les problèmes de nature algébrique. Elle stipule que certaines notions et contextes clés pour l'apprentissage de l'algèbre ne sont pas traités en arithmétique. Ainsi, il s'avère important d'ajouter des activités spécifiques au curriculum du primaire, comme l'étude des suites à motifs, des suites numériques, qui sollicitent le passage du spécifique au général, ainsi que le développement d'une pensée dite fonctionnelle. Malgré la reconnaissance de l'insuffisance de l'arithmétique généralisée, la majorité des travaux continuent d'être réalisés auprès d'élèves de la 3e à la 6e année, ce qui équivaut pour nous en tant que tel à 8-12 ans. Ce qui signifie que les connaissances arithmétiques demeurent encore à la base de l'apprentissage algébrique, parce qu'à cet âge-là, on a déjà bâti un gros bagage de connaissances arithmétiques.
Donc, pensée algébrique à la base de l'arithmétique et de l'algèbre est une approche qui stipule que le raisonnement algébrique est à la base de l'apprentissage de l'arithmétique ainsi que de l'algèbre. Ainsi, les notions fondamentales de l'arithmétique peuvent être développées sur la base de raisonnement, s'appuyant sur l'étude de relations entre les grandeurs. C'est donc dire que les relations entre les grandeurs permettent à la fois de développer des connaissances qui vont appartenir à l'arithmétique et simultanément de développer la pensée algébrique. Ça rappelle un peu l'expression que vous connaissez sans doute, faire d'une pierre deux coups, si on veut. N'en demeure pas moins que, tout comme l'approche précédente, la majorité des travaux adoptant cette approche sont réalisés avec les élèves de la 3e à la 6e année, comme on l'a dit tout à l'heure, 8-12 ans, alors que les élèves sont déjà initiés à l'arithmétique. Voici quelques contenus pouvant être travaillés par l'Early Algebra, dans laquelle la perspective relationnelle et celle fonctionnelle se déploient de manière simultanée. Donc, d'abord, dans la perspective relationnelle, on pourrait retrouver relations entre les nombres, les quantités, les opérations, leurs propriétés, résolution de problèmes, équivalence et égalité, représentation et diagramme. Pour la perspective fonctionnelle, ce sera les suites numériques, les covariations, tables graphiques et diagrammes. Puis là, nous, évidemment, dans le cadre de la présentation et dans notre projet de recherche, on attire vraiment l'attention sur l'équivalence et l'égalité. Nous adoptons la perspective relationnelle en ce sens. Alors que l'arithmétique relève d'un paradigme opérationnel, l'algèbre s'inscrit dans un paradigme relationnel. Or, pour rappel, c'est cette distinction de paradigme qui va causer des difficultés en contexte de passage de l'arithmétique au primaire à l'algèbre au secondaire. Des chercheurs du domaine s'étant penchés sur cette problématique considèrent que la pensée relationnelle est un élément clé pour le développement de l'algèbre et de l'arithmétique chez les enfants, quel que soit leur âge. Donc, pas seulement les enfants de la tranche d'âge qu'on aurait identifiée précédemment, sur lesquels s'intéressent beaucoup les recherches. En d'autres mots, la pensée relationnelle, qui se concentre sur les relations et les structures sous-jacentes aux opérations arithmétiques, plutôt que sur les procédures de calcul, procure des effets bénéfiques, autant en arithmétique qu'en algèbre. Plus encore, certains chercheurs sont d'avis que le paradigme relationnel serait le plus approprié pour soutenir le développement de la pensée algébrique, puisqu'il permet d'opérationnaliser les relations au sein d'un problème ou d'une équation mathématique. Il contribue également au développement des nouvelles stratégies de résolution basées sur les intuitions et sur les manipulations que font les élèves. Des stratégies qui ne reposent pas toujours sur l'arithmétique et le numérique, qui débordent de ce cadre-là. Ce type de pensée implique donc également la compréhension du signe d'égalité, l'utilisation des propriétés des opérations, les relations entre les nombres et les quantités, ainsi que la prise en compte des relations et structures lors de la résolution de problèmes. Et je vais céder la parole maintenant à Nathalie pour le reste de la présentation. Merci, Raphaël. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de recherches sur la pensée relationnelle. Par exemple, au préscolaire, Blanton, il travaille sur l'équivalence des ensembles des jetons avec les tout petits. Donc, vous voyez, en gros, il faut comparer deux ensembles de jetons. Donc, on travaille sur l'équivalence. Et Elena Polonskaya, elle travaille beaucoup sur la représentation des situations problèmes à l'aide des diagrammes. Donc, c'est la relation du problème, la structure des problèmes qui seront traités. Et Moline et Mason aussi, ils ont travaillé sur le sens des symboles d'égalité comme une équivalence. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est qu'on devrait varier le type de problème qu'on présente aux élèves, pas seulement de présenter, par exemple, 2 plus 5 égale, sinon que l'égalité ou l'inconnu dans les problèmes devait se trouver aussi du côté gauche des symboles d'égalité.
On a tous les travaux de Davidov qui s'appuient sur les grandeurs pour étudier les relations. Par exemple, ici, on a un exemple de relation du volume. Et aussi, d'autres travaux vont s'intéresser, par exemple, à l'équivalence à l'aide des balances, donc la résolution d'équations. Donc, comme Raphaël avait dit, la pensée relationnelle va se concentrer sur les relations et les structures des opérations arithmétiques plutôt que sur les calculs. Donc, elle implique la compréhension du symbole d'égalité, l'utilisation des propriétés des opérations, les relations entre les nombres et les quantités, ainsi que la prise en compte des relations et des structures dans la résolution des problèmes. Je vais vous présenter un exemple plus concret. Donc, dans le cas de l'égalité, quand on travaille l'égalité dans un sens plutôt opérationnel, les élèves vont donner le sens au symbole d'égalité comme quelque chose qui veut dire calcul. Je mets mon symbole d'égalité pour dire voici ma réponse. Donc, par exemple, les élèves qui auraient plutôt cette conception opérationnelle, et si on leur dit, eux, ils pensent que l'égalité qui est en blanc n'est pas une égalité parce que pour eux, si je mets 5 plus 4 et plus 3, ils devraient avoir un 12 à côté parce que c'est égal à 12. Donc, ils ne conçoivent pas qu'on puisse écrire 15 moins 3. Alors que les enfants qui auraient une conception qui serait plutôt relationnelle, ils vont comprendre le symbole d'égalité comme une équivalence des deux côtés du symbole. Donc, ils vont comprendre, par exemple, des propriétés comme la commutativité, c'est-à-dire 2 plus 3 égale à 3 plus 2, ou par exemple aussi la décomposition des nombres. Et comme nous, on travaille au préscolaire, je vais vous donner aussi un exemple particulier au préscolaire. Donc, généralement, au préscolaire et même au primaire, on a l'habitude de présenter des tâches où les enfants vont plutôt développer cette conception opérationnelle. Généralement, le problème, c'est j'ai deux ensembles d'objets. C'est quoi il faut calculer le total d'objets, par exemple le total d'abeilles. Donc, c'est ce type de problèmes qui sont présentés. Alors que pour développer une conception qui serait plutôt relationnelle, on serait plus dans les tâches de comparaison des quantités d'objets. Donc, par exemple, ici, on pourrait comparer la quantité d'objets de l'ensemble A et B à celle de l'ensemble C. Donc, on avait vu que les travaux qui s'inscrivent dans le Ely Algebra nous montrent qu'il est possible de développer la pensée algébrique parallèlement à l'arithmétique au primaire, ce qui va augmenter considérablement la compréhension de l'algèbre des élèves du secondaire. Cependant, on avait vu que très peu de recherches vont se pencher sur la pensée relationnelle et algébrique au préscolaire, puisque la plupart des travaux se sont centrés sur des élèves qui avaient de 8 à 12 ans, ou même plus. Mais certains travaux qui ont déjà commencé à aborder la pensée algébrique ou relationnelle chez les jeunes enfants, comme les travaux que nous avons menés en 2014 à 2017 ou les travaux de Blanton, observent déjà que les difficultés en algèbre et en arithmétique sont déjà présentes ou accentuées pour une prédominance d'une vision opérationnelle dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que cette vision opérationnelle, on peut l'observer déjà chez les tout petits de 5 ans. Ainsi, nous considérons, en fait, les recherches disent que la compréhension du symbole d'équivalence dès un jeune âge est considérée comme cruciale pour le développement de la pensée relationnelle des enfants. C'est dans ce cadre-là que nous avons mené 2 projets, mais un projet s'intitulait « Le développement de la pensée algébrique au préscolaire, est-ce possible voire souhaitable ?» et a été mené entre 2014 et 2017. Et nous menons actuellement, nous n'avons pas fini, un autre projet qui était subventionné par le Conseil de recherche des sciences humaines du Canada, l'émergence, qui s'intitule « L'émergence et le développement de la pensée algébrique au préscolaire ». Donc, c'est ce soir pour vous, ce matin pour nous, on va vous présenter quelques résultats de ces 2 projets. Donc, pour le premier projet, nos objectifs étaient de décrire les stratégies des enfants du préscolaire. Le préscolaire ici, nous, on le comprend entre 4 et 5 ans. En fait,
il existe aussi je pense qu'en France, c'est à 3 ans, mais au Québec, ça commence pour la prématernelle à 4 ans, mais généralement, c'est à 5 ans. Ce n'est pas toutes les écoles qui proposent la prématernelle. Donc, donc, on voulait décrire les stratégies des enfants du préscolaire relatives à la notion d'équivalence. Et on voulait identifier quelles stratégies pouvaient rendre compte du potentiel des enfants à entrer dans ce monde de pensée algébrique ainsi que les conditions didactiques et les sous-tentes. En grosso modo, ce qu'on voulait voir, c'est quelle stratégie pour nous serait plutôt relationnelle et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire émerger cette pensée relationnelle chez les jeunes enfants. Ces projets ont été menés dans le cadre d'une enquête collaborative en Ontario. Donc, ce qu'il faut comprendre de ces projets, c'est que on était sollicité par une école pour donner une formation sur la pensée algébrique, puisque la pensée algébrique est inscrite explicitement dans les programmes de l'Ontario. Ce n'est pas le cas pour le Québec. Et donc, quand ils nous ont appelés, au fur et à mesure qu'on faisait la formation, les enseignants proposaient des tâches à leurs élèves, à leurs enfants, et nous, on était allés voir cette pensée relationnelle chez les enfants avec ce type de tâches qui avaient été proposées. Comme les travaux sur la pensée relationnelle algébrique chez les jeunes enfants, c'est quand même assez nouveau, notre recherche était plutôt exploratoire, donc, et on voulait plutôt décrire ce qu'on observait. Et c'est pour cela aussi qu'on a mené une méthodologie plutôt qualitative chez les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec les enfants? On est allé proposer 2 situations d'équivalence à 36 élèves du niveau préscolaire. Donc, la première chose à faire dans ces 2 tâches, c'était de reconnaître qu'il y avait 2 ensembles, mais ces ensembles étaient non équivalents. Ensuite, on demandait aux enfants de rendre les 2 ensembles équivalents. Et après, on posait des questions pour maintenir cette équivalence à l'aide des transformations. C'est-à-dire qu'on faisait des manipulations pour voir si l'équivalence était maintenue. Donc, pour la première tâche, c'était une tâche décontextualisée. On s'est basé sur une tâche qui était proposée par Escali. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait et 2 ensembles, il fallait les comparer. Donc, on avait 10 cubes d'un côté et 8 cubes de l'autre côté. Et on demandait aux enfants si c'était, on ne disait pas équivalent. Le langage qu'utilisait dans le programme préscolaire de l'Ontario, c'est est-ce qu'il y a autant de cubes dans les 2 côtés? Donc, les enfants, ils repéraient s'il y avait autant de cubes. Après, on leur disait qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il y ait autant des 2 côtés. Et ensuite, on leur proposait quelques cubes de plus et on disait qu'est-ce que tu peux faire avec ces cubes de façon que de les répartir entre les 2 ensembles, qu'ils soient toujours égaux, pareils, en utilisant le langage des enfants. Et dans la tâche contextualisée, c'est à peu près la même chose, mais c'était présenté à l'aide d'un livre où il y avait 2 personnages, 2 frères, Fafouné et Fafoundé, qui partaient à la chasse aux œufs de Pâques. Donc, leur maman leur disait que la règle d'or, c'est qu'il fallait partager de manière égale entre les 2 après avoir trouvé les œufs. Donc, il y avait un personnage qui trouvait 8 et un autre personnage qui trouvait 6. Donc, dans ce cas-là, on disait aux enfants qu'est-ce qu'il fallait faire pour respecter cette règle d'or. Donc, dans les résultats, on a trouvé que la plupart des enfants étaient capables de reconnaître que les ensembles n'étaient pas équivalents, et cela pour les 2 tâches, ce qui n'est pas très surprenant parce que les recherches nous montrent que déjà dès l'âge de 3 ans, les enfants sont capables de déterminer si des ensembles sont équivalents ou pas. Et quand ils devaient rendre une quantité équivalente à une autre, ce qu'on a observé, c'est que la plupart des enfants allaient déployer des stratégies d'essai-erreur. En fait, ils prenaient les cubes, ils déplaçaient des cubes d'un ensemble à l'autre, ils comptaient pour voir si c'était égal. Si ce n'était pas égal, ils déplaçaient encore, ils comptaient, ils déplaçaient encore, ils comptaient. Il y avait des enfants qui pouvaient faire cette stratégie 10 fois, il y a d'autres qui arrivaient à le faire en 2 fois.
Donc, cette stratégie a été utilisée par 70% oui, 77% des élèves pour la tâche contextualisée et 70% pour la tâche non contextualisée. Mais encore là, c'est quand même pas très surprenant puisque les enfants, à ce moment-là, leur apprentissage mathématique sont très centrés sur les comptages et le dénombrement. Donc, ce sont les stratégies qu'ils avaient disponibles pour répondre à la tâche. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que la tâche qui faisait plutôt émerger des caractéristiques de pensée relationnelle était la tâche de maintenir l'équivalence. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, on a une petite fille qui avait commencé avec 10 et 8 cubes. Donc, elle va enlever 4 à l'ensemble des 10 et 2 à l'ensemble des 8. Donc, il va se retrouver avec 6 et 6 cubes. Donc, elle va les compter. Ensuite, elle va distribuer les cubes qu'il avait dans sa main, les 6 qu'il avait dans sa main, et il va les distribuer un à chaque ensemble. Et quand on lui demande est-ce qu'elle est certaine que c'est égal, elle dit oui, et elle dit parce que j'ai un à chacun aux autres. Mais il faut aussi comprendre que les enfants de l'Ontario, ils sont dans des écoles francophones, mais parfois sont anglophones, donc de où on comprend que la phrase, elle était formulée comme ça par la fille. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que quand on avait une équivalence, que les enfants étaient certains que les ensembles étaient équivalents et on leur donnait des cubes, ils devaient effectuer la transformation, c'est-à-dire qu'ils ajoutaient la même quantité de cubes à chaque ensemble. Ils étaient capables de se rendre compte que les ensembles étaient toujours équivalents. Et cela sans même recompter les cubes. Et même si on leur demandait, est-ce que tu sais combien il y en a de chaque côté? Les enfants, ils disaient non, je ne sais pas combien il y en a, mais ils savaient qu'ils étaient équivalents. Parce qu'ils partaient des quantités équivalentes, ils ajoutaient des équivalences de chaque côté et c'était toujours équivalent. Donc, finalement, on s'est rendu compte que la plupart des stratégies déployées par les enfants étaient opérationnelles, basées sur les comptages et les dénombrements. Et on s'est dit, mais il est nécessaire de proposer une tâche qui va inciter les élèves à utiliser les relations. Dans notre cas, c'était plutôt la tâche maintenir l'équivalence. Mais dès qu'on proposait ce type de tâches, on voyait qu'il y avait un potentiel de faire émerger la pensée relationnelle et en ayant un contexte favorable. Donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, on fait quoi avec ça? On veut on veut faire émerger cette pensée relationnelle, mais en ce moment, on a les concepts de nombre qui est un apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire émerger la pensée relationnelle? Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire émerger les relations chez les plus jeunes enfants sans une base numérique, en se disant, comme ça, on ne va pas mettre l'accent sur les quantités, les comptages et les dénombrements. Et d'un autre côté, au préscolaire, la notion du nombre n'est pas complètement acquise. Donc, on a vu que les travaux antérieurs se sont principalement concentrés sur l'étude de la pensée relationnelle en utilisant la notion d'équivalence, mais toujours en utilisant le symbolisme, par exemple le symbole de plus, le symbole égal. Et donc, les symboles et les nombres étaient déjà introduits. Cependant, la pensée relationnelle au sens de l'école de Davidoff fait ressortir les notions de quantité et de grandeur comme base mathématique pour le développement de la pensée relationnelle, et cela bien avant l'introduction formelle du nombre et de l'enseignement. Mais cependant, le cadre théorique, comme on avait vu de Davidoff, même s'il travaille sur les grandeurs, encore, la plupart des travaux étaient menés avec des enfants plus vieux. Donc, on se disait, les cadres théoriques, il va falloir les adopter à un contexte non numérique chez les plus jeunes enfants. C'est ainsi qu'on a proposé un deuxième projet qui est en cours. Et donc, ça, c'est très important parce que nos résultats ne sont pas encore complètement finis, nos analyses. Donc, on va vous présenter les analyses préliminaires. Donc, on avait comme objectif de décrire et analyser les démarches des enfants, comme dans l'autre projet, pouvant être associé à une pensée relationnelle, mais dans ce cas-ci, dans un contexte non numérique et avec des jeux mathématiques. Pourquoi jeux mathématiques? Parce que dans les programmes du Québec,
l'approche qui est priorisée pour l'enseignement ou pour l'éveil aux mathématiques, ce sont les jeux. Et aussi, on s'est donné comme objectif de caractériser cette pensée relationnelle chez les plus jeunes enfants, puisque le cadre qui existait n'était pas adapté à ce contexte. Donc, ce que nous avons fait, c'est de proposer 4 jeux dans 5 classes du préscolaire. Il y avait environ 12 élèves par classe, ce qui nous a donné un total de 44 enfants au total. Encore là, on a choisi une approche qualitative pour l'analyse des données. Donc, on filmait les classes et on codait ce qu'on voyait, les stratégies, les gestes, les discours, les relations qui étaient établies par les élèves. Donc, on avait dans les 4 jeux, le premier jeu, c'était plus pour donner les bases pour aborder les jeux 3 et 4. Donc, par exemple, la boîte mystère, c'était vraiment comparer des objets par rapport à leur poids pour qu'ils puissent, disons, relationner en fait le poids, pour connaître c'est quoi les poids, les sentir, travailler avec les objets. Ensuite, on leur a laissé manipuler des balances de façon libre pour qu'ils comprennent c'est quoi le fonctionnement de la balance, que quand la balance est en équilibre, c'est le même poids. Quand il y a un contenant qui est plus bas, ça veut dire qu'il est plus lourd. Donc, toutes ces choses-là. Et donc, ça, c'est la base qu'on avait besoin. C'est comme les connaissances préalables pour pouvoir aborder un jeu de cartes et un jeu de société. Pour les jeux de cartes et les jeux de société, la première fois, ce sont les chercheurs qui ont joué avec les enfants petits groupes, 2, 3 élèves. Et ensuite, on laissait les jeux pendant 2 semaines environ dans les classes et on retournait filmer les enfants dans des périodes de jeux libres. C'est-à-dire qu'ils jouaient entre eux parce qu'on leur avait déjà appris à jouer. Donc, aujourd'hui, on voudrait vous présenter les jeux 3. Donc, les jeux 3, c'est un jeu de cartes. Je m'excuse, je suis en train un peu de déplacer les images pour voir toute le PowerPoint. OK. Donc, les jeux 3 étaient composés d'une balance, exactement la même balance que vous voyez sur l'image. Et nous avons construit des blocs. Donc, les blocs des souris, des chats, des chiens et des cochons. Donc, la souris, elle pèse 10 grammes, le chat, il pèse 20 grammes, le chien, 30 grammes et le cochon, 40 grammes. Donc, il y a des relations de poids entre les animaux. Par exemple, deux souris pèsent la même chose qu'un chat, 3 souris pèsent la même chose qu'un chien, la souris et le chat pèsent la même chose que le chien, etc., etc. Donc, il y a plusieurs relations de poids à établir entre les animaux. Donc, le jeu était que les enfants devaient prendre une carte et ils devaient placer les animaux sur la carte de façon que la balance reste en équilibre. Donc, vous voyez des exemples de cartes à droite. Il y avait des cartes des niveaux de difficultés différentes. Donc, par exemple, 2 chats, 4 cochons qui étaient généralement assez réussis par les enfants, mais il y a des cartes qui sont plus compliquées. Par exemple, un cochon, 2 souris, un chat, ou les chats et 2 souris. Parce que dans ce cas-là, il fallait découvrir l'équivalence des poids. Donc, je vais vous présenter le cas des en fait, 3 enfants qui ont abordé les tâches de façon très différente. Donc, on a d'abord le cas de Myriam. Et Myriam, elle a la carte une souris, un chien et un cochon. Donc, dans ce cas, l'équivalence à trouver, c'est que la souris et le chien pèsent la même chose que le cochon. Donc, pour commencer, l'enfant va placer la souris et le cochon dans un contenant et le chien dans un autre contenant. Donc, on n'a pas l'équilibre de la balance. Elle, ce qu'elle fait, quand elle observe ça, elle va essayer de pousser le contenant pour voir si elle arrive à obtenir l'équilibre. Et elle semble fâchée, elle va dire « ça n'a pas fonctionné ». Et elle va mettre la souris et le cochon dans un contenant, le chien dans un autre contenant. Elle dit « non ». Et elle laisse la souris dans un contenant avec et le chien et le cochon dans un autre contenant. Ça ne fonctionne pas toujours, donc elle continue à pousser sa balance. Et à ce moment-là, la chercheuse dit, est-ce que tu as tout ce qu'il te fallait? Et Mia reprend tous les animaux et elle va dire en premier le cochon et la souris.
Donc, elle met encore les cochons et la souris ensemble et le chien dans un autre contenant. Non, elle va encore dire, ça n'a pas fonctionné encore. Elle va reprendre les animaux et à ce moment-là, elle va mettre les cochons et la souris, en fait, les cochons dans un contenant et la souris et les chiens dans un autre contenant et elle va observer l'équilibre dans la balance. Donc, cet enfant-là, elle comprend que la balance doit être en équilibre et qu'elle doit être d'une façon, en fait, je ne sais pas comment le dire avec les mots, mais qui doit être en équilibre. Cependant, elle va utiliser plusieurs fois des stratégies d'essai-erreur jusqu'à qu'il va trouver une solution. On ne sait pas si cette solution, finalement, elle va venir d'un raisonnement qu'elle a fait ou c'est vraiment au hasard qu'il a trouvé la solution. Donc, on voit qu'elle n'établit pas les relations entre les objets et non plus, elle aurait pu, par exemple, observer que s'il y avait un contenant qui était plus haut, qu'il fallait aller rajouter à celui-là qui était plus haut pour compenser. Mais ce n'est pas les stratégies qu'elle met en place. Donc, pour nous, on pense qu'elle n'a pas mis en relation le poids des animaux. Dans le cas de Nora, je vais vous présenter deux exemples de cartes. Par exemple, elle va obtenir la carte un chat égale 2 souris. Donc, dans ce cas-là, le chat pèse la même chose que 2 souris. Donc, elle va placer une souris dans chaque contenant, elle va observer. Après, elle va changer la souris d'un contenant à l'autre, il va mettre le chat dans l'autre contenant. Et le chercheur lui demande pourquoi tu l'as changé. Elle dit parce que ça pèse plus, le chat, et ça pèse pas, la souris. Donc, je l'ai mis ensemble pour que ça pèse plus. Donc, elle va baser ses raisonnements sur des relations plutôt qualitatives d'estimation des poids des objets. Elle aussi, à un moment donné, elle va obtenir la carte 4 souris et 2 chats. Donc, elle sous-pèse comme dans l'image. Vous voyez qu'elle est en train de sous-peser les animaux, les chats et la souris. Elle va placer un chat et une souris dans un contenant. Ensuite, va placer une souris dans l'autre contenant avec un chat et observe que c'est un équilibre. Elle va rajouter une souris à chacun. Donc, le chercheur lui demande pourquoi est-ce que ça a fonctionné maintenant. Elle dit il y a 3 ici et 3 ici. Mais tu as mis 3 quoi? Elle dit 3 souris et 3 rouges pour parler des chats. Parce que la souris pèse un petit peu, les chats pèsent beaucoup et ça va les peser un petit peu. Donc, encore là, on voit qu'elle comprend bien le sens de l'équivalence, qu'elle doit faire l'équilibre. Mais pour trouver cet équilibre, ces raisonnements sont plutôt basés sur des raisonnements qualitatifs des poids. Ensuite, on va voir un autre élève, Matteo. Matteo, il a déjà sorti la carte un chat et 2 souris. Donc, on sait que le chat pèse la même chose que 2 souris. Donc, à l'obtenir la deuxième fois, il va placer directement les animaux et il va dire c'est la même chose. Et il nous montre la carte précédente. Donc, il se rappelle de cette équivalence. Ensuite, il va réussir à équilibrer un chien, 3 souris et un chat. Donc, pour faire l'équilibre, il va placer un chien plus une souris dans un contenant et un chat et 2 souris dans l'autre contenant. Donc, la chercheuse, elle va lui poser des questions par rapport à la tâche maintenir l'équivalence. Donc, on lui demande qu'est-ce qui se passe si j'enlève une souris de chaque contenant. Mais la chercheuse ne les enlève pas. Il va mettre ses mains dessus pour dire qu'est-ce qui se passe si j'enlève une souris de chaque contenant. Et lui, il va dire c'est encore ça, en pointant l'équilibre. Donc, après la chercheuse, il va prendre un chat et 2 souris. Il dit qu'est-ce qui se passe si je rajoute un chat et 2 souris? Il va maintenir les objets sur la balance sans les poser. Donc, il n'observe pas si c'est équilibré ou pas. Il voit juste les gestes. On ne voit pas si la solution, disons. Donc, l'enfant, il va réfléchir quelques secondes. Il va dire ça va être comme ça. Lui, il fait les gestes comme ça pour dire que c'est équilibré. Donc, il dit lequel va être le plus lourd? Il dit personne. Et comme tu le sais, et il répond parce que ça, c'est plus lourd et il indique le chat que la souris. Donc, cet enfant-là, on va voir, là où je vous montre un extrait, mais on va voir tout au long du jeu, il est capable de remplacer l'équivalence un chat égale 2 souris dans les jeux.
par exemple, et à un autre moment, il sort la carte 2 chats et 4 souris. Il est capable de répondre tout de suite en anticipant, sans regarder qu'est-ce qui va se passer avec la balance, de remplacer les animaux parce qu'il connaît qu'un chat pèse la même chose que 2 souris. Donc, dans ce cas-ci, et on, on- on dit que les relations qu'il a établies sont plutôt complètes parce qu'il est capable de relationner les animaux, de remplacer dans les égalités, donc d'opérer sur l'équivalence, de faire des transformations sur l'équivalence. Donc, de façon générale, en observant les 3 enfants, on a vu Myriam qui utilise plutôt une stratégie d'essai-erreur. Nora, elle utilise plutôt des stratégies de distribution 1 à 1, de compensation et sous-pèse les animaux. Matteo, il fait aussi la distribution 1 à 1, la compensation, mais il utilise les équivalences directement. Donc, comme je vous avais dit, on avait un objectif de caractériser la pensée relationnelle et donc avec quelques premiers résultats, on peut observer déjà 3 types, disons, de relations dans les discours des enfants. Je vous rappelle que nos analyses ne sont pas encore finies. Donc, nous avons, disons, nommé ça pour l'instant. Ça se peut que ça change. Mais on pense que dans le cas de Myriam, les relations étaient plutôt incomplètes ou pas établies. Dans le cas de Nora, on va parler plutôt des relations partielles entre les animaux, puisque ces relations étaient qualitatives, alors que Matteo, il est capable d'établir des relations complètes entre les poids des animaux. Ceci va nous permettre d'amorcer la conception d'un cadre de référence pour la pensée relationnelle chez les jeunes enfants dans un contexte non numérique. Donc, en conclusion, discussion, on sait que les études sur la pensée relationnelle sont majoritairement axées sur les concepts d'égalité et d'équivalence, mais la plupart des recherches utilisent des petits nombres pour introduire les concepts relationnels. Donc, dans notre approche, celui-ci permet d'explorer la pensée relationnelle sans l'utilisation de nombres basés sur la notion de grandeur et de quantité chez les plus jeunes enfants. Nous observons, comme d'autres chercheurs, que les jeunes enfants peuvent travailler avec des quantités continues sans compter ni utiliser des expressions numériques et développer leur pensée relationnelle. Cependant, puisque nous n'avons pas fini notre projet, si des contextes qui sont non numériques sont utilisés pour étudier les relations, on devrait penser à des moyens de communication qui seraient non numériques aussi. D'où l'importance aussi de voir, par exemple, les gestes ou le discours des enfants. Mais ces contextes et systèmes sémiotiques que les jeunes enfants vont pouvoir déployer pour exprimer leurs pensées sont encore à définir et caractériser. Et ça, on se voit aussi à plus long terme. Il faudrait aussi savoir, une fois qu'on va pouvoir étudier la pensée relationnelle chez les jeunes enfants, il faut quand même se demander si le développement précoce de la pensée relationnelle va vraiment avoir une influence, il va soutenir les élèves dans leur apprentissage de l'arithmétique et de l'algèbre plus tard. Donc, oui, nous, pour l'instant, on veut savoir qu'est-ce que les enfants sont capables de faire, de quelle manière on peut l'observer. Mais une fois qu'on fera ça, la question c'est si on propose ce type d'activité aux enfants, est-ce que ça va avoir vraiment un impact sur leurs apprentissages plus tard? Mais ça, c'est des questions qu'on se pose à plus long terme après avoir fini notre projet actuel. Donc, quelques références que nous avons écrites, Blanton aussi, Davidoff, les travaux d'Elena Polonskaya ou Scali. Et donc, je vous remercie de votre écoute et on pourrait passer à la période des commentaires et questions. Merci. Merci beaucoup, Nathalie et Raphaël, hein, c'était vraiment très intéressant. Merci bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pris des petites notes dans le chat, hein. C'était juste histoire de fixer un petit peu les idées, si, hein, voilà, mais bon, c'est rien de très formel. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Juste pour commencer, moi j'en ai peut-être une. Donc,
Vous dites que ce sont des relations qui ne sont pas numériques, mais dans les faits, bon, bah, tout est un multiple entier du poids de la souris là dans votre jeu. Donc, est-ce que c'est pas numérique finalement de dire souris, chat, chien, cochon plutôt que un, 2, 3, 4? Oui, mais les enfants, ils connaissent pas les poids des animaux. Donc, dans ce cas-là, ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que pour certaines tâches, par exemple, quand on avait 4 cochons, on tombait dans le numérique parce que les enfants, ils pouvaient déployer le fait de dire 4, c'est 2 et 2. De où l'importance d'observer les autres cartes qui étaient plutôt, par exemple, je sais pas, il y avait des cartes qui étaient vraiment complexes. Je sais pas, il y avait 2 cochons, 3 chiens, 2 chats. Donc, c'était impossible de compter, mais il fallait un peu faire des approximations. C'est quelque chose de plus lourd, plus léger. Mais c'est vrai que les tâches qui étaient les mieux réussies par les enfants, c'est quand on avait la même quantité d'objets et le même animal. En fait, un pair, nombre pair du même animal. Donc, ils pouvaient utiliser cette stratégie qui était plutôt numérique. Ouais, ou pas forcément justement, puisque quand c'est pair, en fait, il suffit de le faire un par un, et Aussi, puis aussi, ça n'est pas numérique. Enfin, donc, on repère oui. simplement le fait que ça s'est apparié, et peut-être que ça se fait visuellement. Oui, aussi, c'est Enfin, le cas aussi. Distribution en a un, c'était une stratégie qui était assez forte. Mais parce que les premières cartes, on pouvait les faire comme ça, mais par la suite, ça fonctionnait plus. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants parce que au début, ils faisaient l'attribution à un, ça fonctionnait bien. Et ensuite, ou ils faisaient la séparation en 2 groupes parce qu'avec 4, ils prenaient 2, je ne sais pas. Mais ensuite, dans les cartes où il y avait des impairs, ça ne fonctionnait plus. Donc, il fallait quand même trouver une certaine relation entre les poids des animaux. là, je comprends, il fallait décomposer en utilisant des compositions plus simples qu'ils avaient rencontrées avant, quoi. Oui. Quoi. Très bien. Vraiment très très intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et vous parlez de système sémiotique qui reste à définir et à caractériser. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait aller dans quelle direction? C'est quoi vos hypothèses, enfin vos conjectures? Ça pourrait prendre quelle forme? Ça, on avait exploré quelques moyens, en fait, sémiotiques, par exemple, pour l'équivalence. On avait, dans les discours des enfants, par exemple, on avait les mots égal, autant, pareil. Dans les gestes des enfants, je vous ai montré l'enfant qui faisait comme ça. Il y a des enfants qui font comme ça. Il y a des enfants qui font comme ça. Donc, il y avait toute une histoire des gestes qui sont très intéressants à observer, ou dans les relations aussi, la façon qu'ils font les relations de pèse un petit peu, beaucoup, dans leurs gestes aussi, c'était très intéressant. Mais on essaye de coder un peu toutes ces expressions parce que dans- on se disait, quand ils écrivent papier, crayon, l'égalité, c'est quoi? Ça va être le symbole avec égal. Mais dans ce cas-ci, ça peut être comme ça, etc. Là, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est très, très, très varié chez les enfants. Donc, on était avec 44 enfants, on code un peu, mais on se rend compte que c'est très, très, très large. Ou par exemple, le geste de sous-peser aussi, disait ça pèse pareil. Donc, c'est certaines choses qu'on a pu observer pour l'instant, mais on n'a pas, comme je disais, encore fini d'établir ces moyens de communication finalement des enfants. Ok. Moi, je suis vraiment un très très chaud partisan des balances, en particulier des balances numériques. Vous connaissez les balances où on a des jetons qui ont tous le même poids, mais qu'on peut placer avec un bras de levier proportionnel. Donc, c'est l'idée de la proportionnalité avec la distance à l'axe qui joue là derrière. Mais donc moi, je suis assez convaincu hein, de ce type de balance un petit peu plus tard dans l'appropriation des quantités et des nombres.
Mais certains de mes collègues trouvent que ces balances, donc, et le signe égal des fléaux de la balance, n'est plus, ne veulent plus rien dire pour les enfants d'aujourd'hui, puisque maintenant tout est digital et donc euh, la moindre des balances, il y a pas de fléau, il y a juste un petit derrière, un petit quartz ou je ne sais quoi qui va transformer ça sous la forme d'un nombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, Raphaël, si toi, à un moment, tu aimerais répondre aussi? Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que juste le fait d'avoir la balance, les enfants étaient comme si c'était une chose complètement nouvelle. Pour eux, c'était comme une nouvelle stratégie. Tu sais, un nouveau matériel. On sortait du moment présent alors que ben, dans les faits, ce type de balance-là date un peu plus que nos balances numériques en tant que telles. Mais juste ça, ça a tellement causé de l'intérêt chez les élèves de pouvoir l'utiliser, de pouvoir la regarder, de pouvoir, tu sais, la manipulation, là, il y a beaucoup de vidéos qu'on a regardé puis qu'on a codé, là, où les enfants, justement, ils vont prendre les plats, puis là, ah, ben, tu sais, fais attention un peu, quand même. Mais ça rendait ça vraiment le fun pour ça aussi, là, de voir que naturellement, les élèves curieux étaient portés à aller jouer à ce jeu-là grâce à la balance. Mais c'est vrai aussi que si je me demande si on introduit la balance comme les logiciels de balance là qui existent, je me dis avec des élèves de 12 ans, c'est quel sens qu'ils vont donner au matériel? Je me pose aussi la question, c'est ils vont parce qu'ils ne savent pas c'est quoi justement l'idée de cette balance. De où peut-être l'idée de peut-être travailler les balances plus tôt, et- mais avec du matériel de manipulation, etc. Et je sais pas, on avait parlé aussi des enseignants avec les réglettes, ils me disaient, nous, les réglettes, on les a rangées. Je dis, mais pourquoi vous avez rangé les réglettes s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les réglettes? Un peu l'idée de pourquoi est-ce qu'on a rangé la balance dans le tiroir, là, je sais pas. Ah, Ben, oui, il y a beaucoup d'objets qui sont dans les placards de beaucoup d'écoles maternelles ou élémentaires et dont les collègues ne savent pas forcément se saisir. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de montrer leur pertinence. Et c'est pas parce que, ils sont, que c'est du matériel qui peut faire vieillot que pour autant ça l'est vieillot, quoi. Donc juste pour les collègues hein, qui voient pas de quoi on parle, je me permets de mettre dans le chat une image, enfin un lien vers une image. J'ai pas c'est le premier que mon moteur de recherche a trouvé, hein. Et donc, vous avez des poids qui peuvent se mettre plus ou moins loin. Et donc, là, par exemple, sur l'image qui est représentée, on a donc justement le fait que 5 plus 7 est égal euh, 4 plus 8. Voilà. Et donc, on peut avoir des stratégies d'écart invariant, par exemple, qui permettent justement de travailler sur l'équivalence et de rester équilibré en disant j'en écarte un de plus en plus. Et quand finalement le un je le déplace, donc disons que j'ai par exemple, donc ici j'ai dit 5 et 7 d'un côté et 4 et 8 de l'autre. Et on pouvait très bien avoir le moment d'avant, la tautologie. On parle de la tautologie, 5 plus 7 est égal à 5 plus 7. Et ensuite, le 5 et 7, le 5, on le transforme en 4 et le 7, on le transforme en 8. Et ça reste équilibré. Et on s'habitue, en manipulant, on s'habitue à cette invariance. Et ça permet ici justement de faire voyager les poids jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive sur le zéro. Et à ce moment-là, on a le droit de l'enlever. Et comme ça, on a réalisé une somme. Que ici, 5 plus 7 est égal à 12. On le mettrait en 1 fois 10 et il en reste 2. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous connaissez cette balance numérique, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Bon, donc, enfin, je vous apprends rien. J'étais sûr que je vous apprenais rien, mais voilà, c'était juste pour peut-être les collègues qui étaient peut-être moins au courant
de cette balance numérique et du travail sur l'équivalence. Je vais me taire parce que je voudrais susciter des commentaires et des questions des autres auditeurs. Bon, nous n'en avons pas. Je vais peut-être quand même laisser encore un peu du temps, mais je vais peut-être couper la vidéo, l'enregistrement. Je Donc, sais il y a pas si ça. je peux je sais pas si je peux me permettre. J'enseigne dans le secondaire et j'ai pas bien compris s'il pouvait y avoir une sorte d'extension de ce qui peut se faire dans le secondaire en fait, parce que effectivement la présentation s'intéressait davantage à l'aspect relationnel dans l'école au primaire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus de ce qui est dans le secondaire? Voilà. Et comment est-ce qu'on peut étendre ces réflexions sans spécialement reposer sur des recherches, hein, mais comment imaginer des extensions au secondaire? Je ne sais pas si Nathalie, tu vas vouloir enchaîner. Moi, j'ai eu la chance de superviser des étudiantes de baccalauréat en enseignement dans le cadre de stages. Puis, j'ai eu la chance justement de voir une enseignante qui était au secondaire, donc avec le premier cycle du secondaire, ce qui équivaut à, ben, nous, c'est comme secondaire 1, 2, 3. Fait que pour les âges, ça doit être autour de 13, 12, 13 ans peut-être. Oui, tout à fait. Je dirais. Puis cette enseignante-là, elle avait une balance vraiment comme ça, le visuel en tant que tel. Puis elle introduisait l'algèbre avec cette balance-là. Et il semblerait-il, là, je pourrais pas dire si c'est vraiment réellement le cas, et je veux pas généraliser non plus parce que, bon, j'ai pas mené de recherche dans ce sens-là, mais elle a dit qu'en utilisant ça, elle a vraiment vu un changement chez les élèves versus avant quand elle n'utilisait pas cette balance-là et maintenant qu'elle l'utilise, les élèves réussissent vraiment mieux en algèbre. Mais de là à dire si c'est toujours le cas, là, je ne pourrais pas le garantir, mais en tout cas, ça, c'est une expérience personnelle dont j'ai été témoin. Pour Nathalie, je te laisse poursuivre si tu as plus d'informations. En fait, dans les travaux de la pensée algébrique, ce qui est important, c'est qu'on développe le sens du symbole d'égalité comme équivalence, pas seulement comme je calcule quelque chose. Donc, l'idée de faire les balances, c'est de sortir de cette conception opérationnelle, de dire chaque fois 20 plus 30 égale, 2 plus 4 égale, de tout le temps proposer ce type de problème aux enfants pour que les symboles d'égalité deviennent une équivalence. Parce que sinon, quand ils arrivent au secondaire, s'ils ont cette conception opérationnelle, ils vont pas comprendre les transformations qu'on fait à une équation pour arriver à trouver l'inconnu. Donc, le fait que si on a une équation et on dit je vais enlever 2 des deux côtés, pour quelqu'un qui n'a pas compris que c'est équivalent des deux côtés, que donc si on enlève 2 d'un côté et 2 de l'autre côté, c'est toujours équivalent. C'est un peu l'idée que je voulais vous présenter avec la fille. Elle rajoutait des cubes des deux côtés et elle savait que c'était équivalent. Il ne va jamais comprendre la résolution de l'équation. C'est quoi une résolution d'équation? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, si je reviens comme, si au préscolaire, je me dis, cette idée de l'équivalence est déjà travaillée. Ensuite, cette idée d'équivalence va être renforcée par la décomposition des nombres, par la commutativité, tout ce type de propriétés où on met de l'avant l'équivalence encore. Si on travaille déjà certains types d'équations au primaire avec les enfants, quand on arrive au secondaire et ces équations deviennent des x, d'autres choses, et on peut toujours s'appuyer sur ce sens qui est donné par la balance. Donc, comme est-ce que dit Raphaël, une des façons d'introduire l'algèbre, c'est de le faire avec les équations.
Et là, je pourrais vous revenir à Yann Radford. Il a fait une expérience qui était, qui était très, très intéressante. C'est qu'il mettait, je pense que c'était des cartes de baseball ou de hockey, je ne sais pas, parce qu'on était au Canada, donc bref. Il mettait des cartes, il fallait comme un peu deviner combien de cartes il y avait dans une enveloppe. Donc, les enfants, ils n'ont jamais parlé de X, on était au secondaire, mais la lettre, pour symboliser l'inconnu dans l'équation, apparaissait naturellement chez les enfants. Donc, ils vont mettre C, carte, ou vont écrire carte. Donc, ça amène à introduire la lettre au secondaire. Donc, c'est ce type de choses. Mais pour ça, il faut comprendre l'équivalence et pas seulement les calculs. C'est un peu ça l'idée. Et Radford a une belle situation avec des cartes comme ça qui est très intéressante pour commencer l'algèbre avec les équations. Très bien, Merci merci. beaucoup pour cette réponse, merci. Safia posait justement la question de en quoi, l'égalité, c'était vraiment une équivalence, ou est-ce que, voilà, pourquoi ne pas parler tout bêtement d'égalité? Oui, Christian. Oui, Christian, c'était ma question parce que quand on arrive au lycée, c'était une très belle, un très beau partage avec les deux intervenantes. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'on commence très tôt à imager, c'est ce qu'ils appellent dans la gestion, les gestes mentaux, donc c'est imagé avec la balance, montrer que si on met des poids, par exemple, 1 kilo, moi je parle toujours de fruits, de l'autre côté des masses, et que lorsque la balance est équilibrée, on a le barycentre en quelque sorte, sans le dire aux enfants les plus jeunes. Et donc, ça c'est vrai que ça exprime la notion d'égalité, de proportionnalité, si on peut dire les choses comme ça, en termes, quand j'utilise proportionnalité, c'est en termes d'équivalence plutôt de ça, c'est équivaut à ça en quelque sorte. Mais ma question est que quand on arrive au lycée, donc seconde, première, terminale, il me semble que il y a à peu près 20 ans, dans nos programmes en France, en terminale en particulier, on utilise beaucoup l'équivalence dans le sens condition nécessaire et suffisante. Ça a été supprimé au fur et à mesure avec les équations différentielles qui ont été supprimées du programme, etc. Et que moi, je trouve qu'on les aborde simplement un peu de logique, un peu en première année de fac, pour ceux qui font les maths, ou en classe préparatoire. Moi, j'accompagne un élève de première année de classe préparatoire, PCSI à Bordeaux, et c'est pour la première fois qu'il voit les équivalences au sens notion mathématique. Donc, je trouve que c'est dommage. Si on pouvait faire comme Nathalie et Raphaël, si on avait cette possibilité de commencer avec ça très tôt, et puis arrivé au lycée, on introduit cette équivalence pour résoudre des équations, pour montrer une propriété ou une proposition. Ça serait, je pense, une très bonne chose. Mais j'ai vraiment apprécié cette façon de présenter pour les jeunes écoliers, par exemple, les enfants ou les élèves de l'école primaire. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire pour faire un peu la différence entre l'équivalence et l'égalité quand même. C'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Voilà. Merci. Je voulais dire que les travaux sur les Illy Algebra, ils ont déjà influencé les programmes et curriculums de plusieurs pays. Donc, comme l'Australie, ils les ont adoptés. Ici en Ontario, c'est explicite dans les programmes. Le Nouveau-Brunswick, c'est des provinces où on a, mais au Québec, nous, on l'a pas non plus. Donc, cette façon de présenter, disons que c'est quelque chose qu'on défend en tant que chercheur, mais ce n'est pas explicite dans le programme du Québec. Et comme vous l'avez dit, je ne pense pas que non plus dans les programmes français. Mais c'est quelque chose qui est déjà fait par plusieurs pays. Et pour la égalité et l'équivalence, en fait, je vais juste vous citer quelqu'un, c'est Théis qui fait la différence entre l'égalité et l'équivalence.
Donc, par exemple, lui, il va dire qu'une égalité, c'est plutôt, par exemple, c'est quand on a comme les mêmes objets. Donc, par exemple, un enfant qui aurait 2 bonbons dans une main et 3 bonbons dans l'autre main, après, les 5 bonbons, c'est égal parce que ce sont les mêmes bonbons aux 2 ou 3 qu'il avait s'il les met ensemble. Donc, c'est dans ce sens. Par contre, il parle que c'est plutôt une équivalence. S'il y a un enfant qui a 5 bonbons et qu'il y a un autre enfant qui a 2 et 3 bonbons, et donc dans ce cas, il parle que les deux sont équivalents. Mais ça, c'est une distinction qui fait Theiss. Après, la distinction qui est faite par tous les chercheurs, je ne la connais pas. En fait, quelques-unes, je les connais, mais c'est un peu celle qui est comme présentée disons, au préscolaire comme étant différent entre égalité et équivalence. Après, ça dépend, comme vous dites, peut-être il y a des programmes qui ne prennent pas dans le même sens, égalité et équivalence. Oui, puis ajoutons à cela que le relié algèbre provient de l'anglais, des milieux anglophones. Donc, des fois, dans la traduction, là, c'est difficile de se repérer là, s'il y a vraiment une distinction ou pas avec le langage quand on parle de la langue anglaise. Ok, eh bien, je pense qu'on va se quitter là. Merci beaucoup, Nathalie et Raphaël, pour cette très intéressante conférence. Et donc, bien, je vous invite à rester avec nous pour les prochains téléséminaires. Merci encore. Au revoir. Christian, Mm. je vais rajouter. Merci. Oui, Bonjour. vas-y, Carole. Normalement, sauf changement dernière minute, le prochain téléséminaire, ça sera le vendredi 6 décembre. Ça sera Ibrahima Ndiaye de l'ENS du Gabon qui devrait le faire toujours à la même heure. Très bien. Merci bien pour cette précision. Au revoir. Au revoir.